Il m'a jeté $1 lors d'une fête, je vais m'occuper d'elle ce soir. Le lendemain, elle se tenait devant notre maison verrouillée, et il a appelé en hurlant, tu ne m'as jamais dit que ton mari me possédait déjà. Il a laissé tomber $1 dans mon verre, et il est parti avec ma femme. J'ai souri, et je suis parti sans dire un mot. Le lendemain matin, sa clé ne rentrait plus dans la serrure de la porte. Ensuite, son avocat a appelé en tremblant, parce que cet homme discret, qu'il avait méprisé devant une salle pleine de monde, avait déjà 3 longueurs d'avance sur lui, et ce, depuis le tout début. Je m'appelle Richard Frost. J'ai 53 ans. Je suis l'associé directeur d'un cabinet d'avocats, spécialisé dans les actifs d'entreprise, que j'ai bâti à partir d'un petit local à 2 bureaux, à Charlotte, en Caroline du Nord. J'ai passé 30 ans de ma vie à apprendre comment les institutions se protègent, comment la richesse se déplace discrètement, et comment les accords tiennent bon, ou bien s'effondrent sous la pression. Il s'avère que cette connaissance, elle est à double tranchant. Vivien et moi, nous avons été mariés pendant 22 ans. Elle avait 49 ans, une allure élégante, le genre de femme qui entrait dans une pièce, et qui obligeait les gens à se redresser, sans même le vouloir. Pendant la majeure partie de notre mariage, cette énergie a joué en notre faveur. Puis, quelque part vers la 17e année, cela a cessé de fonctionner pour nous, et a commencé à fonctionner uniquement pour elle. Elle a créé un cabinet de conseil en nutrition et en bien-être. Il n'y avait rien de mal à cela. Je l'ai même encouragée. J'ai payé pour ses certifications, pour l'espace de son studio, pour le consultant en images de marque, et pour les retraites qu'elle organisait 2 fois par an, à Asheville. Ce que je n'avais pas payé, en revanche, c'était ma propre invisibilité, mais apparemment, cela était inclus gratuitement dans le forfait. La fête s'est tenue au domaine des Harrington, un vendredi à la fin du mois d'octobre. C'était un mélange d'anciennes fortunes, de nouveaux riches prétentieux, et de tous ceux qui, au milieu, essayaient de deviner à quelle catégorie ils appartenaient. Vivien portait une robe d'un vert profond, et elle se déplaçait à travers la pièce, comme si elle en possédait chaque mètre carré. Je suis resté près d'elle pendant la première heure. Dès la deuxième, j'étais devenu un meuble. C'est alors que Clifford Aldi est entré en scène. Il avait 50 ans, il était le PDG d'une de ces startups technologiques, qui faisait beaucoup de bruit dans le secteur de la fintech. Il portait un costume bleu marine sur mesure, et affichait ce genre de confiance, qui vient du fait de n'avoir jamais entendu un non, de la part de quiconque comptait pour lui. Il s'est frayé un chemin jusqu'à Vivien, comme s'il connaissait déjà l'itinéraire par cœur. J'ai observé la scène, depuis l'autre bout de la pièce. Elle riait beaucoup trop vite, à tout ce qu'il disait. Elle a touché son bras, et a penché sa tête en arrière, exactement de la façon dont elle le faisait avec moi, il y a bien longtemps. Je me suis approché, non pas pour faire un scandale, mais simplement pour exister. Clifford m'a regardé, de la façon dont les hommes regardent quelque chose, dont ils ont déjà décidé que ce n'était pas une menace. Puis, il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais, tant que je vivrai. Il a glissé la main dans la poche de sa veste, en a sorti un billet d'$1, et l'a posé sur le bord de mon verre de bourbon, auquel je n'avais pas encore touché. Un geste désinvolte, délibéré, comme on donnerait un pourboire à un préposé au vestiaire. « Ne vous inquiétez pas pour elle ce soir, a-t-il dit, sans même prendre la peine de baisser la voix. Elle est entre de bonnes mains. Vivien n'a pas bronché. Elle ne m'a pas regardé. Elle s'est contentée de sourire en fixant le sol en marbre, comme si elle attendait simplement que je disparaisse. La pièce est devenue très silencieuse, de cette façon si particulière dont les pièces se taisent, quand tout le monde fait semblant de ne pas regarder. J'ai regardé le dollar. Je l'ai regardé, lui. Je l'ai regardé, elle. Ensuite, j'ai pris mon bourbon, je l'ai fini d'une seule gorgée lente, j'ai reposé le verre par-dessus le billet, et je suis parti. Pas de voix haussée, pas de doigt accusateur, pas de scandale. J'ai entendu quelqu'un derrière moi marmonner quelque chose. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière, parce que ce que Clifford Aldi ignorait, et ce que Vivien n'avait apparemment jamais pris la peine de lui dire, c'était que ce mari ennuyeux et silencieux, qu'elle tolérait depuis des années, avait passé 3 décennies à apprendre très exactement comment démanteler des gens comme lui, légalement, de façon permanente, et sans laisser la moindre trace. Il m'avait tendu $1. Quand tout cela serait terminé, il me remettrait aussi tout le reste. Il ne le savait tout simplement pas encore. Et elle non plus.
Je ne suis pas retourné au domaine Harrington. Je ne me suis pas assis dans le parking pour attendre. Je ne l'ai pas appelé 17 fois, et je n'ai pas laissé de messages vocaux de plus en plus désespérés. Je suis rentré chez moi en voiture, je me suis servi 2 doigts de bourbon, du bon cette fois, pas le verre de la fête qu'elle avait contaminé avec le théâtre de Clifford Aldi, et je me suis assis dans mon bureau. La maison était silencieuse. 22 années d'un silence accumulé, le genre de silence qui s'installe dans les murs d'un lieu, après que les enfants ont grandi, que les dîners mondains ont cessé, et que les 2 personnes qui y vivent ont arrêté de se poser de vraies questions. Colin était parti pour Berlin, il y a 4 ans. C'était un garçon brillant, bâti comme son vieux père. Pas au sens physique du terme, mais dans sa façon de penser. Méthodique, patient, il ne dévoilait son jeu qu'à la toute dernière seconde possible. J'avais payé pour chaque semestre de son éducation à l'étranger, pour chaque frais de dossier de stage, et pour chaque cours de développement professionnel. Vivien lui avait dit que c'était sa gestion des finances de notre foyer, qui avait rendu tout cela possible. Je n'ai jamais corrigé cette version. Je me suis dit que la vérité finirait par faire surface, un jour ou l'autre. C'est toujours le cas. Je suis resté assis dans ce bureau jusqu'à minuit. Je n'ai eu aucune nouvelle d'elle. Et je ne m'y attendais pas. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est ouvrir mon ordinateur portable, et passer 3 coups de téléphone. Un à mon avocat personnel, un à la société de sécurité avec laquelle je travaillais discrètement depuis 6 semaines, et un au serrurier que j'avais déjà mis au courant, 2 jours plus tôt. Le dernier appel a été le plus court. 4 mots, demain matin, 7 heures précises. Voici ce que les gens ne comprennent pas, à propos des hommes comme moi. Nous ne réagissons pas. Nous avons déjà agi. La fête n'était pas un élément déclencheur. C'était une confirmation. J'observais ce schéma, depuis des mois. Les consultations de bien-être tardives. Le client dont elle ne disait jamais le nom. La retraite d'un week-end à Asheville, d'où elle était revenue avec un nouveau parfum, et une histoire qui comportait 3 incohérences, que j'ai remarquées dans les 30 premières secondes. Je ne l'avais pas confrontée. J'avais documenté les faits. Au moment où Clifford a laissé tomber ce dollar sur mon verre, j'avais déjà 6 semaines d'enregistrement vidéo de la sécurité, provenant du parking du cabinet. J'avais 2 mois de relevés financiers, montrant des retraits sur notre compte joint que je n'avais pas autorisés, ainsi qu'un dossier sur le serveur privé de mon entreprise, qui ferait dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel médiateur. J'étais un mari en colère. J'étais un mari préparé. À 1h14 du matin, mon téléphone s'est allumé. Un SMS de Vivien. Ne m'attends pas. 3 mots, ce n'était ni une question, ni une excuse, mais une directive. Comme si elle gérait un emploi du temps. J'ai posé le téléphone face contre table, et je suis allé me coucher. Elle n'était pas à la maison quand je me suis réveillé. Je n'étais pas surpris. J'ai préparé du café, j'ai nourri le chien, et j'ai lu 2 contrats qui nécessitaient ma signature avant lundi. À 6h58, la camionnette du serrurier s'est garée devant la maison. À 7h40, chaque serrure extérieure de la propriété avait été remplacée, les nouvelles clés étaient dans la poche de ma veste, le panneau de sécurité avait été mis à jour, et le code du portail était changé. À 8h15, j'ai appelé mon assistante, et je lui ai dit de marquer toute communication de Vivien Frost, vers la ligne générale du cabinet, comme n'étant pas prioritaire. Une simple courtoisie professionnelle, rien de plus. Ensuite, j'ai traversé la ville pour me rendre dans l'appartement meublé, que j'avais loué au moins 10 jours plus tôt. Un 2 pièces propre et fonctionnel, dans le quartier de Dilworth, et je me suis assis à la table de la cuisine, avec une tasse de café frais et mon ordinateur portable. Le système de sécurité de la maison était relié à mon téléphone, chaque caméra, chaque capteur. Je n'avais pas besoin d'être sur place, pour voir ce qui se passerait, lorsqu'elle rentrerait à la maison. J'ai ouvert le flux en direct à 11h47, et j'ai regardé son Uber s'arrêter devant le portail. Elle portait toujours sa robe verte, ses cheveux étaient maintenant tirés en arrière, avec quelques mèches lâches dans le cou. Elle a marché vers la porte d'entrée, avec la démarche confiante d'une femme, qui s'attend à ce que le monde reste immobile, pendant qu'elle le rattrape. Elle a glissé sa clé, l'a tournée, s'est arrêtée, a réessayé, plus fort cette fois, comme si le problème venait de la porte. Puis, on a frappé. 2 coups fermes. Puis 3 de plus. Ensuite,
elle a pressé son téléphone contre son oreille. Mon téléphone m'a indiqué l'appel. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a essayé 2 fois de plus. Les 2 fois, messagerie vocale. Elle a reculé, et c'est à ce moment-là qu'elle a vu le petit avis imprimé, fixé sur le cadre de la porte. Je l'avais fait plastifier. Accès à la propriété mis à jour. Conseiller juridique engagé. Coordonnées ci-jointes. Elle est restée parfaitement immobile pendant un moment, et j'ai observé cette immobilité à 10 km de là, avec mon café qui refroidissait sur la table à côté de moi, et un sentiment qui n'était pas exactement de la satisfaction, mais plutôt de la résolution. Le genre de sentiment que l'on éprouve, lorsqu'une longue équation finit enfin par s'équilibrer. Vivien avait passé des années à construire une version de notre vie, dans laquelle j'étais la toile de fond, le mécanisme de financement, l'espace réservé. Elle s'était inventé une histoire, et m'avait relégué au rang de simples notes de bas de page. Mais les notes de bas de page ont l'habitude de survivre au chapitre, auquel elles sont attachées. Son appel suivant n'était pas pour moi. Il était pour sa sœur, Sheila. Je le savais, parce que Sheila m'a envoyé un message 11 minutes plus tard. Juste 5 mots. Elle est dehors. Ça va? J'en ai tapé quelques-uns en retour. Je vais bien. Et je gère. Sheila m'a appelé à 2 heures de l'après-midi. Pas un SMS cette fois-ci. Un véritable appel, ce qui m'a indiqué que la situation à l'extérieur de ma maison avait dégénéré, bien au-delà de ce qu'un message de 5 mots pouvait contenir. J'ai répondu à la 2e sonnerie. Richard. Sa voix était prudente. Sheila avait toujours été la plus équilibrée des 2 sœurs. Moins de vernis, plus de consistance. Elle est dehors depuis près de 2 heures. Elle me demande de venir. C'est à toi de décider, ai-je dit. Je ne t'en empêche pas. Une pause. Tu vas bien? Mieux que depuis longtemps, honnêtement. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je me doutais que quelque chose comme ça allait arriver. Je veux que tu saches que je ne prends pas parti. Je ne te le demande pas. Elle a expiré. Elle va appeler ta mère ensuite, si je ne viens pas. Ma mère vit à Asheville, et elle ne répond pas aux numéros inconnus, ai-je dit. Vivien le sait. Sheila a presque ri. Presque. D'accord, je vais y aller. Mais Richard, juste pour que tu saches, elle m'a dit que Clifford était une relation d'affaires. Que la nuit dernière, c'était du réseautage. J'ai laissé cette phrase flotter un moment. Sheila, ai-je finalement dit, j'ai passé 30 ans à lire des contrats, rédigés par des gens qui avaient besoin que je croie, très exactement, ce qu'ils voulaient que je croie. Je sais à quoi ressemble le réseautage, et je sais à quoi ressemble un dollar, glissé dans le verre d'un homme. Silence. Je prendrai de tes nouvelles plus tard, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai affiché le flux de la caméra du portail, sur mon ordinateur portable. Vivien était assise sur la marche de devant maintenant, ses talons posés à côté d'elle, son téléphone entre les 2 mains. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de découvrir que le bâtiment qu'elle possédait, appartenait en réalité à quelqu'un d'autre, ce qui, dans tous les sens juridiques qui comptaient, était précisément exact. La maison était à mon nom, depuis le jour où nous l'avions achetée. Elle faisait partie d'une structure d'actifs plus large, que j'avais construite méthodiquement, sur 20 ans. Vivien avait signé les documents de refinancement en 2016, sans jamais lire au-delà de la page 3. Je le savais, parce que je l'avais regardé faire. Elle était restée au téléphone avec un client pendant tout ce temps, paraphant les cases avec l'efficacité de quelqu'un, qui vide sa boîte de réception. Ses initiales avaient réaffirmé, une à une, toutes les clauses de protection de l'accord initial. À 15h15, la voiture de Sheila est apparue sur la caméra du portail. Elle s'est garée, s'est approchée de Vivien, et les deux ont discuté pendant plusieurs minutes. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je savais lire les postures. Sheila gardait les bras croisés. Vivien ne cessait de faire des gestes en direction de la porte. Finalement, Sheila a secoué la tête une fois, fermement, et a pointé du doigt sa propre voiture. Vivien s'est levé, a attrapé ses chaussures, et est monté côté passager. J'ai fermé l'ordinateur portable, et je suis allé me promener. Charlotte, à la fin du mois d'octobre, possède une qualité toute particulière. L'air devient vif et pur.
Les feuilles des chênes se teintent d'ambre et de rouille. Et la ville ralentit, juste assez pour vous laisser réfléchir. J'ai marché sur 6 pâtés de maison, et j'ai pensé à Colin. Il était à Berlin, où il gérait les analyses pour une entreprise de la FinTech, et il s'en sortait bien, selon tous les critères raisonnables. Il pensait que sa mère avait géré les finances du foyer avec brio, afin de financer ses études. Lors de son dernier appel pour son anniversaire, il lui avait dit « Maman, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour de force. » Elle avait accepté sa gratitude, sans dire un seul mot pour le corriger. J'avais laissé couler, à ce moment-là. Mais je n'allais plus laisser couler très longtemps. À 16h40, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas Vivien, c'était sa mère, Hélène. Je n'ai pas répondu. Hélène avait 74 ans, elle était vive comme l'éclair, et ne s'était jamais montrée particulièrement chaleureuse à mon égard. Je me doutais qu'elle appelait pour rendre un verdict, bien avant même d'avoir entendu les preuves. Je m'occuperai d'Hélène en temps voulu, et selon mes propres conditions. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est rédiger un court email à l'associé principal de mon cabinet, en y joignant 2 documents, la structure modifiée de la fiducie, et les désignations de bénéficiaires mises à jour. Tout ce que j'avais préparé au cours des 6 dernières semaines, était désormais officiellement déposé, propre, précis, et déjà enregistré auprès de 3 parties institutionnelles distinctes, avant même que Vivien n'ait fini de frapper à une porte, qui ne reconnaissait plus sa clé. Je me suis arrêté dans un café sur Providence Road, et j'ai commandé un café noir. Je me suis assis près de la fenêtre, et j'ai regardé les gens passer, avec leurs chiens et leurs poussettes, profitant de leur vendredi après-midi ordinaire. Le dollar restait planté dans ma mémoire, comme une écharde. Non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il clarifiait les choses. Certains hommes ont besoin d'une crise, pour pouvoir agir. Moi, j'agissais déjà. Ce dollar n'a fait que confirmer, que j'avais eu raison de commencer quand je l'ai fait. Mon téléphone a affiché un nouveau message vocal. C'était Vivien, mais je ne l'ai pas écouté. Je l'ai classé de la même façon que je classe tout le reste. Noté, catalogué, mis de côté pour le moment opportun. Ce moment opportun approchait, mais ce n'était pas encore l'heure. Je passais en revue le résumé d'une déposition, à mon bureau dans l'appartement de Dilworth, lorsque le numéro de Vivien a illuminé mon écran, pour la 4e fois de la soirée. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, tout comme les autres. Mais 30 secondes plus tard, un numéro différent est apparu, un numéro que je ne reconnaissais pas, avec un indicatif 615 qui n'était pas local à Charlotte. J'ai répondu. Est-ce bien Richard Frost? La voix était masculine, étroitement contrôlée, mais s'effilochant sur les bords, comme le font les voix lorsque quelqu'un essaie de projeter un calme qu'il ne ressent pas vraiment. C'est Clifford Aldi. Un temps d'arrêt. Je crois que nous devons parler. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, et je n'ai rien dit. En 30 ans de travail juridique, j'avais appris que le silence est l'outil le plus sous-utilisé, dans n'importe quelle conversation. Clifford s'est chargé de le combler. J'ai reçu une lettre aujourd'hui, remise en main propre à mon bureau. Pas par email, une livraison physique, qui m'était adressée personnellement. Continuez, ai-je dit. Elle faisait référence aux accords de fournisseurs de mon entreprise, et plus spécifiquement à un contrat de licence de données, que ma start-up a finalisé le trimestre dernier, avec une société appelée Ardenfield Compliance Group. Sa voix s'est crispée. Votre nom y figure en tant qu'associé fondateur. C'est exact, ai-je répondu. Une longue pause. Vous n'avez jamais rien dit. Vous n'avez jamais posé la question, ai-je répliqué. Vous étiez occupé à bien d'autres choses. Je l'ai entendu reprendre son souffle. La lettre souligne un conflit d'intérêts potentiel. Elle cite des dates précises, des réunions spécifiques, ainsi qu'une documentation détaillée d'une relation personnelle entre vous et. Il s'est arrêté. Entre votre femme et moi. Ex-femme, ai-je précisé. Le dépôt du dossier a été effectué ce matin. Le silence de son côté s'est prolongé, suffisamment longtemps pour que je puisse entendre le bruit de la circulation en arrière-plan, où qu'il se trouve. Cela pourrait détruire mon entreprise, a-t-il finalement dit. Sa voix était basse, toute trace de théâtralité ayant complètement disparu. Si le contrat d'Ardenfield est signalé pour violation de la neutralité des fournisseurs, tous les investisseurs que nous avons vont. Monsieur Aldi. J'ai gardé une voix égale. Vous êtes entré dans une pièce vendredi soir dernier,
et vous avez posé $1 sur le bord de mon verre, et ce, devant témoin. Vous avez pris une décision sur ce que je valais, à ce moment précis. J'ai fait une pause. Moi, j'ai pris un autre genre de décision. Je l'ai prise il y a 6 semaines. En fait, bien avant cette fête. Un autre long silence. Qu'est-ce que vous voulez, a-t-il demandé. Rien de votre part, ai-je répondu. La documentation a déjà été soumise au Conseil de conformité compétent. Ce processus suit désormais son propre calendrier. Ce que vous faites de ces informations, cela ne regarde que vous. Vous n'allez pas. Il s'est de nouveau arrêté. Vous allez simplement laisser le processus suivre son cours. C'est précisément à cela que servent les processus, ai-je dit. J'ai entendu sa respiration changer. Elle ne m'a jamais dit qui vous étiez. Elle m'a dit que vous étiez. Il s'est repris. Je sais très bien ce qu'elle a dit, lui ai-je répondu. Elle l'a cru aussi, pendant très longtemps. C'est le problème avec les hommes silencieux, monsieur Aldi. Les gens ont tendance à remplir les blancs, avec ce qui les arrange le plus. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé le téléphone face contre le bureau, et je suis retourné à la lecture de mon résumé de déposition. 15 minutes plus tard, un SMS est arrivé d'un numéro, que j'ai reconnu comme étant celui de Vivien. Qu'est-ce que tu as fait? Clifford vient de m'appeler en hurlant. Il m'a dit, tu possèdes la société avec laquelle il travaille. Il a dit, tu ne m'avais jamais dit que ton mari l'avait déjà. Richard, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je l'ai lu 2 fois. Puis, j'ai de nouveau posé le téléphone. Ce que c'était tout simplement 30 ans de préparation, rencontrant un vendredi soir qui allait coûter très cher. Je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, et je suis resté debout près de la fenêtre, regardant les lampadaires de la rue de Dilworth, s'allumer un à un dans la nuit naissante. Elle avait construit, dans sa tête, une version de moi qui convenait à sa vie. Une version à qui l'on pouvait tendre $1, et que l'on pouvait congédier. Et elle avait présenté cette version à un homme, qui n'avait aucune idée, qu'il opérait à l'intérieur même d'une structure, que j'avais passé des décennies à construire. Il croyait qu'il était en train de me prendre quelque chose. En réalité, il avait marché droit dans le piège. Sheila m'a appelé le lendemain matin, à 9 heures. Elle a sauté les formules de politesse. Elle est chez moi, a-t-elle dit. Elle a passé la nuit ici. Richard, elle ne va vraiment pas bien. Je te remercie de me le dire, ai-je répondu. Elle n'arrête pas de dire que tu as tout bloqué, par pure méchanceté. Que c'est une manœuvre pour garder le contrôle. Une pause. Je n'étais pas d'accord avec elle. Je veux que tu le saches. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai répondu que les hommes qui agissent par méchanceté, ne passent pas des mois entiers à préparer des documents juridiques. Une autre pause. Elle n'a pas beaucoup apprécié cela. J'ai presque souri. Sheila, je ne vais pas te demander de la gérer. Tiens-moi juste au courant, si quelque chose change de ton côté. Il y a encore une chose. Sa voix a baissé d'un ton. Ta belle-mère m'a appelé ce matin. Hélène, elle vient en voiture depuis Greenville. Elle raconte aux gens que tu as contrôlé Vivien, et ce, pendant des années. Elle a déjà parlé à 2 femmes, issues du cercle de bien-être de Vivien. J'ai posé mon café. Hélène, 74 ans, la langue bien pendue, avec une conviction absolue dans la version de sa fille, pour chaque histoire qu'elle avait jamais entendue. Elle avait passé des années à me traiter comme un meuble, que Vivien avait malheureusement conservé, d'un précédent appartement. Quand est-ce qu'elle arrive, ai-je demandé. Cet après-midi. Merci, Sheila. J'ai mis fin à l'appel, et je suis resté avec cette information, pendant quelques minutes. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai affiché le dossier que j'avais sobrement intitulé HB, pour Hélène Bradshaw. À l'intérieur, il y avait 3 années d'historique de paiement, des transferts anonymes depuis l'un de mes comptes de holding, vers un service de facturation médicale privé à Greenville, en Caroline du Sud. Hélène souffrait d'une maladie rénale chronique, qui nécessitait des traitements trimestriels. Sa couverture médicale présentait une faille. Vivien m'en avait parlé en passant, il y a des années. Elle l'avait mentionné une fois, et l'avait oublié l'après-midi même. Moi, je n'avais pas oublié. J'avais mis en place les paiements discrètement, et je n'en avais jamais parlé, ni à l'une, ni à l'autre. 37 paiements sur 3 ans.
pas un mot d'Hélène, pour savoir qui comblait le déficit de sa couverture. Soit elle ne le savait pas, soit elle avait décidé de ne pas poser la question. Dans tous les cas, cette information avait son heure et son lieu. Ce n'était pas pour aujourd'hui, mais ça allait venir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Vivien faisait apparemment ce que font les gens, lorsque le sol se dérobe sous leurs pieds. Elle cherchait. Je le savais, parce que Sheila m'a envoyé un SMS à 11h14. Elle est sur un ordinateur portable depuis 2 heures. J'ai regardé par-dessus son épaule. Elle fait des recherches sur toi sur Google. J'ai lu cela, et je me suis penché en arrière sur ma chaise. Qu'elle cherche. Ce que Vivien allait trouver, ce n'était pas un simple profil LinkedIn, avec une photo générique, et une liste d'adhésions au barreau. Elle allait trouver des articles, parus dans des publications spécialisées, qui remontaient à 15 ans. Elle allait trouver mon nom, associé à un cadre juridique, qu'une quarantaine de cabinets privés utilisaient désormais, comme référence en matière de protection des actifs. Elle allait trouver une citation, tirée d'un article de journal économique. Je me souvenais d'avoir donné cette interview. Une rare exception à ma politique habituelle de rester hors de la presse, où j'avais dit quelque chose comme « les structures juridiques les plus solides sont celles que l'autre partie ne pense jamais à examiner ». Elle allait trouver un nom, Hartwell Asset Partners, le groupe de holding qui chapeautait mon cabinet d'avocats, ainsi que 3 autres entités. Elle allait trouver le Hardenfield Compliance Group, celui-là même qui avait envoyé sa lettre à Clifford. Elle allait découvrir des années de travail silencieux et méthodique, au-dessus desquelles elle avait vécu, sans jamais une seule fois baisser les yeux. Je me demandais ce que cela faisait. De réaliser que le sol que l'on méprisait, était en réalité la fondation. Mon téléphone a sonné à 13h30. Un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais déjà qui c'était, avant même de répondre. Richard. La voix d'Hélène était sèche, parfaitement contrôlée. La voix d'une femme, qui considérait le sang-froid, comme une véritable arme. Je veux que vous vous expliquiez. Bonjour, Hélène. J'espère que le trajet s'est bien passé. Ne faites pas ça. Tranchante. Ne soyez pas aimable avec moi en ce moment. Ma fille est assise à la table de la cuisine de sa sœur avec rien du tout, sans aucun accès à sa maison. Pas de carte bancaire, rien. C'est vous qui avez fait ça. C'est vrai, ai-je dit. Une pause. Elle ne s'attendait pas à ce que je le confirme, aussi directement. C'est cruel, a-t-elle dit. C'est l'acte d'un homme qui cherche à punir. C'est l'acte d'un homme, qui s'est préparé à une situation, qu'il espérait ne jamais voir arriver, ai-je répliqué. Il y a une différence. Elle a fait une erreur. Hélène, j'ai gardé une voix calme et égale. Je ne vais pas plaider cette affaire avec vous, par téléphone. Ce que je peux vous dire, c'est que les décisions que j'ai prises sont légales, documentées, et d'ores et déjà enregistrées auprès de multiples institutions. Si Vivien souhaite contester l'une d'entre elles, elle est tout à fait libre d'engager un avocat. Silence, puis, avec un peu moins de certitude, vous êtes sérieux. J'ai été sérieux à propos de ce mariage pendant 22 ans, ai-je dit. J'étais apparemment le seul. Elle a commencé à dire autre chose, mais j'ai poursuivi. Je veux aussi que vous sachiez, Hélène, et je ne le dis pas comme une menace, mais comme un simple fait, qu'il y a certaines choses, concernant ces dernières années, dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Quand vous serez prête à avoir une véritable conversation, je serai disponible. Mais pour l'instant, je vous encourage vivement à obtenir le tableau d'ensemble, avant de vous rendre chez qui que ce soit d'autre, pour y rendre un verdict. Un long silence. Quelque chose dans son ton a très légèrement changé. Une micro-fracture, dans sa grande certitude. Qu'est-ce que vous voulez dire, a-t-elle demandé. Je veux dire très exactement ce que j'ai dit. J'ai fait une pause. Prenez soin de vous, Hélène. Le trajet de retour vers Greenville est long. J'ai mis fin à l'appel, je me suis versé un café frais, je me suis assis au bureau, et j'ai affiché le flux en direct des caméras de la maison. La propriété était parfaitement immobile, des feuilles s'accumulaient sur l'allée devant la maison. Il n'y avait personne. 30 ans de construction, 22 ans de mariage, et au final, il n'avait fallu qu'un seul dollar, et un vendredi soir très public, pour que toute cette mascarade s'effondre. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais lucide, comme un dossier juridique, après son ultime révision.
Tout ce qui était superflu avait été retiré. Il ne restait plus que les faits essentiels. Colin allait bientôt appeler. Je pouvais le sentir, de la même façon que l'on ressent un changement de temps. Quand il le ferait, je serais prêt. Il y avait des choses que mon fils méritait de savoir, sur celui qui avait réellement signé les chèques. Sur celui qui était resté silencieux, quand il aurait dû parler, et pour quelle raison. Sur ce que cela signifiait de construire quelque chose de réel, par opposition au simple fait de jouer la comédie de le construire. Mais cette conversation, elle exigeait le bon moment. Et j'avais passé toute ma carrière à comprendre la différence, entre le bon moment, et le moment pratique. Hélène Bradshaw est arrivée chez Sheila à 14h15, avec une valise à roulettes, un plat en cocotte, et 30 ans de certitude maternelle, emballé dans son mètre 63. À 14h45, d'après les SMS de Sheila, elle m'avait déjà qualifié de manipulateur glacial, de tyran financier, et d'homme qui n'avait jamais mérité sa fille. À 15h, elle était au téléphone, avec la ligne d'information d'une chaîne de télévision locale. Je l'ai appris grâce à un ancien collègue, qui connaissait par hasard le rédacteur en chef. Il m'a appelé par courtoisie professionnelle. Je l'ai remercié, et je n'ai pas paniqué. Le fait qu'Hélène parle à une ligne d'information, c'était un problème qui avait une limite. Ce qu'elle ignorait, en revanche, n'avait absolument aucune limite. Je me suis rendu chez Sheila en voiture, à 16h. Je n'ai pas prévenu de mon arrivée. Sheila a ouvert la porte, et à son crédit, elle n'a pas eu l'air surprise. Elle s'est écartée sans dire un mot. Le salon est devenu d'un silence absolu, lorsque je suis entré. Vivien était assise sur le canapé, toujours dans des vêtements d'emprunt, ses deux mains enroulées autour d'un mug. Hélène se tenait près de la porte de la cuisine, telle une femme montant la garde autour d'un périmètre. Elle m'a regardé, de la façon dont les procureurs regardent les accusés, qu'ils ont déjà condamnés dans leur esprit. « Vous n'avez rien à faire ici, » a dit Hélène. « C'est la maison de Sheila. »« Je laisserai Sheila prendre cette décision », ai-je répliqué. Sheila n'a rien dit, ce qui constituait une réponse bien suffisante. Je ne me suis pas assis. J'ai regardé Vivien. Elle a soutenu mon regard, et l'espace d'un instant, la comédie est tombée. La dignité blessée, l'indignation répétée à l'avance, tout cela a disparu, et en dessous, il y avait quelque chose que j'ai reconnu. Le visage d'une personne, qui avait passé les 18 dernières heures à découvrir, que l'histoire qu'elle se racontait à elle-même, comportait d'énormes lacunes. Je sais que tu as fait des recherches sur mon nom, ai-je dit. Sans ton accusateur, juste pour énoncer un fait. La mâchoire de Vivien s'est contractée. Je ne savais pas la moitié de ce dans quoi tu étais impliqué. Tu n'as jamais posé la question, ai-je répondu. Pas une seule fois en 22 ans, tu ne m'as demandé ce que je construisais réellement. Tu savais que je travaillais. Tu savais que l'argent était là. C'était là l'étendue de ton intérêt. Ce n'est pas a-t-elle commencé. Vivien. Ma voix est restée parfaitement calme. Je ne suis pas venu ici pour me disputer. Je suis là pour une seule raison. J'ai glissé la main dans ma veste, j'en ai sorti une enveloppe, et je l'ai posée sur la table basse. Ceci est un registre, ai-je dit. 37 paiements sur 3 ans, provenant de l'un de mes comptes, vers un service de facturation médicale privée, à Greenville. J'ai regardé Hélène. Vos traitements pour les reins, Hélène. La faille dans votre couverture médicale. Quelqu'un a comblé ce vide. Et ce, depuis 3 ans. Hélène s'est figée. Ce quelqu'un, ai-je poursuivi, ce n'était pas votre fille. Vivien a mentionné votre situation une seule fois, en passant, il y a environ 3 ans et 2 mois. Elle l'a oublié le soir même. J'ai mis en place les virements la semaine suivante. La pièce était d'un silence absolu. Hélène a regardé l'enveloppe posée sur la table, puis moi, et ensuite Vivien. Le visage de Vivien avait blêmi. Vous n'avez jamais rien dit, a fini par murmurer Hélène. Sa voix avait perdu de son tranchant. Il n'y avait rien à dire, ai-je répliqué. Vous aviez besoin d'aide. Je vous ai aidé. C'est ce qu'on fait pour la famille. J'ai fait une pause. Même lorsque la famille, elle, ne vous accorde pas la même considération. Je n'ai pas insisté lourdement là-dessus. Je n'en avais pas besoin. L'information avait atterri très exactement là où elle le devait. Hélène s'est assise très lentement, dans le fauteuil près de la fenêtre.
Elle ne ressemblait plus du tout à une femme, qui montait la garde d'un périmètre. Elle ressemblait à une femme qui faisait des calculs, dont elle n'aimait pas les résultats. Vivien a posé son mug sur la table d'appoint. « Richard, je ne suis pas venu ici pour me réconcilier, ai-je déclaré. Je suis venu ici parce que ta mère était sur le point de s'adresser à une chaîne d'information télévisée, avec seulement la moitié de l'histoire. Je voulais qu'elle en ait l'intégralité, avant de faire quelque chose sur lequel elle ne pourrait plus revenir. J'ai boutonné ma veste. Le dossier de divorce sera livré dans les prochains jours, ai-je ajouté. Je vous encourage toutes les deux à le lire dans son intégralité, avant de vous faire une opinion. Chaque clause a sa propre raison d'être. J'ai regardé Vivien, une toute dernière fois. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherchais. C'est juste que je ne pouvais plus continuer à financer cette recherche. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, j'ai fait un signe de tête à Sheila, et je suis parti. Dehors, l'air d'octobre était devenu piquant. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assis un instant, et j'ai regardé la rue. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais achevé, et d'après mon expérience, en avoir fini est la seule chose pour laquelle il vaille la peine de travailler. Colin a appelé un mardi. J'étais en plein milieu de la révision d'un amendement de fiducie, lorsque son nom est apparu sur mon écran, et j'ai tout mis de côté, sans aucune hésitation. Papa. Sa voix était ferme, mais elle avait cette tension si particulière, que prennent les jeunes hommes lorsqu'ils manipulent quelque chose avec précaution. J'ai vu les informations concernant Clifford Aldi. Je ne m'étais pas attendu à ce que ce soit son entrée en matière. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a un article dans une publication spécialisée de la FinTech. Il fait référence à une déclaration de conformité, impliquant le Hardenfield Compliance Group. L'article nomme son entreprise, et il nomme aussi le cabinet qui a déposé cette déclaration. Une pause. Ton cabinet, papa. C'est exact, ai-je répondu. Silence. Alors, depuis combien de temps tout ça est-il en marche? 6 semaines de préparation. La partie visible, elle, s'est déroulée sur environ 48 heures. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais l'entendre assimiler les choses, de la façon dont il le faisait toujours, construisant méthodiquement le tableau, pièce par pièce, avant de s'engager dans une réponse. Il tenait cela de moi. Je l'avais remarqué lorsqu'il avait 14 ans, et je n'en avais jamais rien dit, parce qu'il y a des choses que l'on se contente d'observer, avec une fierté silencieuse. Maman m'a appelé hier, a-t-il fini par dire. Elle m'a dit que tu avais tout gelé, et que tu l'avais mise à la porte, sans le moindre avertissement. Que c'était sorti de nulle part. Ce n'est pas sorti de nulle part, ai-je dit. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que j'avais besoin d'entendre ta version des faits, avant de dire quoi que ce soit. Une pause. Elle n'a pas aimé ça. J'imagine que non. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Colin, il y a quelque chose que je dois te dire. Je porte cela depuis un moment, et tu mérites de l'entendre directement de ma bouche. D'accord. Les frais de scolarité, les cautions pour ton logement à Berlin, les frais de licence professionnelle, les programmes de certification, le virement d'urgence que tu as reçu en 2e année, quand ton propriétaire a augmenté le loyer avec un préavis de 2 semaines. J'ai gardé une voix neutre. Tout cela provenait directement de mes comptes. C'est moi qui ai mis en place les virements. C'est moi qui ai géré les échéances. Et c'est moi qui me suis assuré qu'il n'y ait jamais le moindre manque. Un très long silence. Maman disait que c'était elle qui gérait les finances de la maison, a-t-il dit. Elle gérait le budget d'un foyer que je finançais intégralement, ai-je répliqué. Il y a une différence. Je n'ai jamais rectifié les faits, parce que je ne voulais pas que tu portes le poids de la structure de notre mariage, pendant que tu essayais de construire ta propre vie. Mais cette structure est en train de changer maintenant, et tu devrais savoir sur quoi elle était réellement bâtie. Je l'ai entendu expirer d'un long et lent souffle. Papa, elle m'a laissé la remercier. Pendant des années, je sais, lors de mon dernier appel pour mon anniversaire, elle a dit. Il s'est arrêté. Elle a dit qu'elle avait travaillé très dur, pour s'assurer que j'ai tout ce dont j'avais besoin. Elle croyait à une version de cela, ai-je dit. Les gens le font souvent. C'est généreux de ta part. C'est juste exact, ai-je corrigé. Être généreux,
ce serait de prétendre que ce n'est jamais arrivé. Il est resté silencieux pendant un autre moment. Alors je rentre à la maison. Tu n'as pas besoin de faire ça, Colin. Je sais que je n'y suis pas obligé. Sa voix était ferme, de la façon dont le deviennent les voix, lorsqu'une décision est déjà prise. Et que la déclaration n'est plus qu'une simple formalité. J'en ai envie. Je vais réserver un vol ce soir. Je serai à Charlotte d'ici jeudi. Je n'ai pas discuté. La vérité, c'est que je voulais voir mon fils, non pas pour l'utiliser comme un allié, ou pour mettre en scène des retrouvailles au profit de qui que ce soit, mais simplement pour m'asseoir à une table, face à la personne pour laquelle, pendant 25 ans, je m'étais discrètement assuré de construire le maximum d'avantages possible. Jeudi, c'est parfait, ai-je dit. Je viendrai te chercher. Il est arrivé à l'aéroport de Charlotte-Douglas, un peu après 14 heures le jeudi, en faisant rouler un seul bagage cabine, avec l'efficacité d'un homme qui a appris à voyager léger. Il me ressemblait au même âge, la même mâchoire, la même façon de balayer une pièce du regard, lorsqu'il y entrait. Nous nous sommes d'abord serré la main, comme nous le faisions toujours, puis il m'a attiré dans une étreinte brève et ferme, qui m'a légèrement surpris. « Tu as bonne mine, a-t-il dit. Tu as l'air de ne pas avoir dormi pendant le vol. » Il a presque souri. Bien vu. Nous sommes allés dans un restaurant du quartier de Noda, dans une banquette d'angle, avec du bon café, le genre d'endroit où les conversations pouvaient se prolonger, sans que personne n'y prête attention. Je lui ai brossé le tableau complet au cours des 2 heures suivantes, sans aucun drame, sans amertume, juste les faits, la chronologie, la documentation, et les décisions. Colin a écouté, de la façon dont il écoutait toujours, les mains posées à plat sur la table, et les yeux plongés dans les miens. Quand j'ai terminé, il a assimilé tout cela pendant un moment. Alors, Clifford Aldi n'avait aucune idée de qui tu étais. Il avait cette information à sa disposition, ai-je dit. Il a simplement choisi de ne pas l'utiliser. C'est un comportement typique, chez les gens qui pensent avoir déjà évalué la situation. Maman ne lui a jamais dit. Non. Colin a fait tourner lentement sa tasse de café. Penses-tu qu'elle connaissait l'ampleur de ce que tu avais construit? Je pense qu'elle en savait assez pour vivre confortablement avec, ai-je répondu. Quant à savoir si elle en comprenait l'architecture. Non. Elle ne l'a jamais demandé. Il a hoché la tête lentement. Ensuite, il a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste, en a sorti son téléphone, a ouvert quelque chose, et l'a fait glisser sur la table. C'était le brouillon d'une publication LinkedIn. 3 paragraphes. Je l'ai lu très attentivement. Le premier paragraphe déclarait simplement que son éducation et son développement professionnel avaient été entièrement financés par son père, Richard Frost, et qu'il souhaitait que la vérité soit rétablie. Le deuxième décrivait brièvement ce que son père avait construit au cours de ses 30 années de carrière. Le troisième affirmait qu'il respectait ses 2 parents, mais que la vérité importait davantage que le confort d'une illusion. J'ai levé les yeux. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, a dit Colin. C'est précisément pour ça que je veux le faire. Je lui ai fait glisser le téléphone de l'autre côté de la table. C'est ta décision. Il l'a pris, a publié le texte, et a posé l'appareil face contre table. Maintenant, a-t-il dit, en attrapant son café. Dis-moi ce dont tu as besoin de ma part, pendant que je suis ici. C'était bien là mon fils. Pas de théâtre, pas de comédie, juste de la présence. 3 jours après l'arrivée de Colin à Charlotte, Vivien a fait son premier pas. Je l'ai découvert, de la même façon que je découvrais la plupart des choses. Non pas par un drame, mais par l'appel discret, de quelqu'un qui prêtait attention. Une de mes collègues, une femme nommée Patricia Hawkes, qui dirigeait un cabinet d'enquête privé dans le centre de Charlotte, m'a appelé à 8 heures du matin. Richard, a-t-elle dit sans aucun préambule. Quelqu'un a contacté mon cabinet hier après-midi. Une cliente potentielle voulait des recherches compromettantes sur un sujet. Une pause. Ce sujet, c'était toi. J'ai posé mon café. J'apprécie vraiment cet appel, Patricia. J'ai fait la réunion de prise de contact, a-t-elle poursuivi. Une femme approchant la 50aine, très bien présentée, a dit qu'elle avait besoin de documenter des malversations financières, des actifs cachés, ainsi que des preuves de contrôle et de manipulation dans un mariage. Une autre pause. Elle avait une liste de questions imprimées,
qui ressemblait à quelque chose qu'elle aurait rédigé à la hâte. A-t-elle laissé un nom? Vivien Frost. La voix de Patricia était sèche. Elle n'a pas eu l'air de faire le lien, et de comprendre que je connaîtrais le tien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'allais examiner le dossier, et faire un suivi d'ici 48 heures. Le discours standard d'admission. Un temps d'arrêt. Puis je t'ai appelé. Tu vas lui rendre son acompte? C'est déjà fait, a répondu Patricia, avec une note précisant que le cabinet avait identifié un conflit d'intérêts, et qu'il était dans l'incapacité de donner suite. J'ai expiré. Merci, Patricia. Ne me remercie pas. Fais juste en sorte de ne jamais rien faire, qui vaille réellement la peine d'être enquêté. Elle a mis fin à l'appel. Je suis resté assis, à réfléchir à cette information. Vivien avait essayé d'engager quelqu'un, pour monter un dossier contre moi. Quelqu'un qui, selon toute probabilité professionnelle raisonnable, me connaissait. Ce n'était pas du désespoir. C'était la panique, déguisée sous les vêtements du désespoir. La distinction avait de l'importance, car la panique se déplace toujours en ligne droite, et fait des choix prévisibles. Et moi, je pouvais très bien travailler avec ce qui était prévisible. J'ai appelé mon avocat, David Kern, et je l'ai informé de ce nouveau développement. Il en a pris note, l'a ajouté au dossier, et m'a dit que cela ne changeait rien d'un point de vue légal, mais que cela confirmait le calendrier que nous avions anticipé. Colin se trouvait dans l'autre pièce, où il travaillait à distance, son ordinateur portable ouvert, ses appels en sourdine. Quand je suis entré et que je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a levé les yeux de son écran et a dit « Elle a engagé un détective privé contre toi. » Elle a essayé. Il s'est replongé dans son ordinateur. Combien de cabinets à Charlotte connaissent ton nom professionnellement? Suffisamment, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois, et s'est remis au travail. Pas de leçon de morale, pas de commentaire. C'était bien suffisant. Le rebondissement suivant est survenu 2 jours plus tard, et il est venu d'une direction totalement inattendue. L'associé de Clifford Aldi, un homme nommé Roy Tillman, a appelé sur ma ligne professionnelle. Roy était le cofondateur de la start-up de Clifford, quelqu'un que j'avais croisé une fois, lors d'une conférence, 3 ans auparavant. Il était méthodique là où Clifford était théâtral, ce qui signifiait qu'il avait été le cerveau opérationnel, derrière une entreprise dont Clifford n'était que le visage. Il n'a pas perdu de temps. Monsieur Frost, je veux être direct avec vous. Au cours des derniers mois, Clifford a pris des décisions, qui ont placé cette entreprise dans une position très précaire. Je sais depuis un certain temps, que son jugement est compromis dans certains domaines. Continuez, ai-je dit. Je n'appelle pas pour négocier, a précisé Roy. J'appelle parce que l'examen du Conseil de conformité va faire remonter à la surface des communications internes, qui impliquent bien plus que sa simple conduite personnelle. Il y a des détails sur les accords avec les fournisseurs, des conditions de licence de données, et des choses qui touchent directement aux intérêts de votre groupe. Une pause. Je veux que vous sachiez que j'ai l'intention de coopérer pleinement avec le processus d'examen. Je voulais vous le dire directement, plutôt que de laisser cela apparaître comme une surprise. J'apprécie la démarche. J'en prends note, ai-je répondu. Il y a encore une chose à ajouter, Roy. J'ai découvert cette semaine que Clifford était au courant de vos liens avec le groupe Ardenfield, et ce, avant même la fête. Il avait vu votre nom dans la documentation des fournisseurs. Il savait. Un long silence. Il a simplement décidé que cela n'avait pas d'importance. La pièce est devenue extrêmement silencieuse. Il savait. Il avait consulté la documentation, vu mon nom, et décidé que l'information n'était pas pertinente. Il avait décidé que l'homme silencieux, debout à l'autre bout du sol en marbre, avec un bourbon intact, n'était pas un facteur digne d'être calculé. Ce dollar dans mon verre n'avait pas été une négligence. Il avait été un acte délibéré, ce qui signifiait que tout ce qui avait suivi, n'avait pas seulement été une conséquence. Cela avait été une correction. Merci, Roy, ai-je dit. Je veillerai à ce que le Conseil soit informé de votre coopération. J'ai mis fin à l'appel, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Charlotte s'étendait en contrebas, baignée par la pâle lumière de novembre. Les tours du centre-ville scintillaient, et les rues s'animaient de leurs mouvements habituels. Colin est apparu dans l'encadrement de la porte. Tout va bien?
Mieux que bien, ai-je répondu. Clifford savait qui j'étais, bien avant la fête. Colin est resté silencieux pendant un instant. Alors il l'a fait quand même. En effet. Mon fils s'est adossé au cadre de la porte, les bras croisés, et a regardé par la fenêtre, à côté de moi. Certains hommes ne pensent pas que les conséquences s'appliquent à eux, a-t-il dit, jusqu'au moment même où elles s'abattent. 25 ans à peine, et il avait déjà appris la leçon, qui prenait 2 fois plus de temps à la plupart des hommes. J'ai posé brièvement ma main sur son épaule. Ensuite, je suis retourné à mon bureau, et je me suis remis au travail. Les documents de divorce sont arrivés, un lundi matin. Livraison par coursier à 9 heures précises, adressée à Vivien, chez Sheila. Je connaissais l'heure exacte de la signature, car David Kern avait organisé le service, et confirmé la livraison par SMS. À 10h15, Vivien avait appelé mon numéro à 4 reprises. Je les ai toutes laissées sonner dans le vide. Vers midi, Sheila m'a envoyé un message. Elle l'a lu. Elle ne va pas bien du tout. Richard, il n'y a aucune disposition concernant la pension alimentaire. J'ai répondu par SMS, clause 9 de notre contrat de mariage. 2009. Elle l'a signé pendant un brunch. Sheila n'a pas répondu pendant plusieurs minutes. Puis, elle dit qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle signait. J'ai tapé ma réponse, c'est précisément à cela que sert un avocat. Elle devrait en engager un. Cet après-midi-là, Colin et moi sommes passés en voiture devant la maison. Ce n'était pas pour triompher. C'est Colin qui l'avait suggéré. Il avait dit qu'il voulait la voir une dernière fois, avant que les choses ne changent davantage. Nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue. De l'extérieur, l'endroit ressemblait à ce qu'il avait toujours été. Le chêne dans la cour avant avait pris une couleur entièrement ambrée. La lumière du porche était éteinte. Tu vas la vendre. La phrase de Colin n'était pas une question. Elle est déjà vendue, ai-je dit. La vente a été conclue vendredi. Aussi vite que ça? A-t-il demandé en se tournant vers moi. Acheteur d'entreprise, transaction en espèces. L'accord était structuré depuis 3 semaines. Je n'avais simplement pas à poser la signature finale, tant que le moment n'était pas opportun. J'ai regardé la maison. Je ne voulais plus y vivre. Trop de pièces qui ont cessé de signifier ce qu'elles signifiaient autrefois. Colin a contemplé le chêne pendant un instant. J'ai appris à faire du vélo dans cette allée. Je sais. Es-tu prêt à la laisser partir? J'ai réfléchi très honnêtement à la question. La maison n'était faite que de bois et de cloisons, ai-je répondu. Ce que j'ai construit à l'intérieur, les années, le travail, le fait de t'avoir élevé, tout cela ne part pas avec le titre de propriété. Il a hoché la tête lentement, et a regardé la maison une dernière fois. Ensuite, d'accord, on y va. Nous sommes partis, et nous n'avons pas regardé en arrière. Vivien a appris la vente 2 jours plus tard, lorsqu'elle est passée en voiture devant la maison, et qu'elle a vu le panneau d'une société de gestion immobilière sur le portail d'entrée. Sheila m'a envoyé un SMS ce soir-là, astérisque. Elle a débarqué à ma porte en larmes. Elle a dit que la maison était déjà perdue. Walter, c'est un astérisque. Elle s'est arrêtée. A recommencé. Je sais que tu en avais parfaitement le droit. Je voulais juste que tu le saches. J'ai apprécié l'honnêteté de Sheila. Je l'avais toujours fait. Des 2 femmes de cette famille, elle était celle qui n'avait jamais eu besoin que l'histoire soit bien rangée. Pendant ce temps, la situation de Clifford Aldi avait continué à évoluer, sans aucune autre intervention de ma part. Roy Tillman avait déposé un rapport interne distinct, auprès du conseil d'administration de l'entreprise, ce qui avait déclenché un audit indépendant. 3 investisseurs avaient demandé à consulter la documentation. La valorisation de l'entreprise avait été discrètement revue à la baisse, par 2 cabinets d'analystes. Clifford n'avait plus rappelé. Et il ne le ferait pas. Les hommes comme lui deviennent silencieux, lorsque le public disparaît. L'examen du conseil de conformité s'est achevé, 9 jours après le dépôt de ma déclaration. Leur conclusion, la relation personnelle constituait un conflit matériel, en vertu de la clause de neutralité des fournisseurs. Le contrat avec Ardenfield a été placé sous examen. Clifford a démissionné de son poste de PDG un mercredi, avec effet immédiat, en publiant une déclaration que son agence de relations publiques avait très clairement rédigée.
C'était prudent, sans âme, et rien n'était admis. Colin m'a montré l'annonce, pendant le petit déjeuner dans mon appartement. Savais-tu que cela allait arriver? A-t-il demandé. Je savais que le processus suivrait son cours, ai-je répondu. Je n'ai pas dirigé le résultat. Je me suis contenté de soumettre la documentation. Colin a fixé l'article pendant un autre moment. Ensuite, il a fermé son ordinateur portable. Il connaissait ton nom avant la fête, papa. Roy te l'a dit. Oui, il l'a fait. Et il a quand même laissé tomber ce $. En effet. Colin a baissé les yeux vers son café. Qu'est-ce que tu penses qu'il se dit à lui-même, à propos de tout ça? J'ai examiné la question. Probablement qu'il n'a pas eu de chance. Qu'il est simplement tombé sur le mauvais homme. J'ai fait une pause. Les hommes de ce genre envisagent très rarement la possibilité que l'autre homme a tout simplement travaillé plus dur qu'eux. Colin est resté silencieux pendant un temps. Puis, il a dit, j'ai publié une suite au message sur LinkedIn. J'ai haussé un sourcil. Rien de bien agressif, a-t-il précisé. Juste une phrase. Elle disait, mon père n'a jamais eu besoin de faire les gros titres. Il avait juste besoin d'un stylo, et de suffisamment de temps. J'ai regardé mon fils de l'autre côté de la table du petit déjeuner, 25 ans à peine, comprenant déjà des choses, qui m'avaient pris une décennie de plus à apprendre, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine, quelque chose qui avait été tourmenté depuis très longtemps. Merci, ai-je dit. Il a soulevé son café. Ne me remercie pas. Assure-toi simplement que le prochain chapitre sera meilleur que le précédent. 8 mois plus tard, Colin est revenu de Berlin en avion, pour y passer un long week-end. Pas d'occasion spéciale, pas d'événement particulier. Il a juste dit qu'il avait envie de rentrer à la maison, ce qui signifiait qu'il avait envie de me voir, ce qui était une raison bien suffisante. À ce moment-là, j'avais déjà emménagé dans une maison, dans le quartier de Cotswold. Elle était plus petite que l'ancienne, avec des lignes plus épurées, et une véranda à l'arrière, qui donnait sur une lisière de bois, et qui prenait des couleurs remarquables en automne. Je l'avais meublée très simplement. Je n'avais rien gardé de l'ancienne maison. Un nouveau départ, un nouvel inventaire. Nous sommes montés en voiture jusqu'au lac Norman, le samedi matin. J'avais un ami qui possédait un ponton, un juge de cour d'appel à la retraite nommé Harold Brigg, qui me connaissait depuis 20 ans, et qui ne posait aucune question inutile. Il nous a tendu 2 cannes à pêche, a pointé l'eau du doigt, et est rentré à l'intérieur pour bouquiner. Nous avons pêché pendant 3 heures, sans aucun programme. L'eau était plate et argentée, sous la douce lumière du matin. Un héron est resté immobile, près de la rive opposée, pendant une bonne partie de l'heure. Colin a attrapé 2 bars, et les a tous les 2 relâchés. J'en ai attrapé un, et j'ai fait exactement la même chose. À un moment donné, sans aucun préambule, Colin a dit, tu aurais pu me parler plus tôt de l'argent, et de ce que tu avais construit. J'aurais pu, en effet, ai-je admis. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi, je ne me suis pas contenté de chercher la réponse facile, parce que je voulais que tu construises ta propre idée de ce dont tu étais capable, avant même de savoir la taille de ce qui se trouvait derrière toi. Certains hommes se voient confier un contexte beaucoup trop tôt, et ils passent toute leur vie à jouer la comédie pour lui plaire, au lieu de chercher à le dépasser. Colin a retourné cette idée dans sa tête, pendant un long moment. Le héron s'est envolé de la rive opposée sans crier gare, et a disparu par-dessus la cime des arbres. Maman m'a appelé la semaine dernière, a-t-il dit. Comment est-ce que ça s'est passé? Honnête, à vrai dire. Bien plus honnête que ce à quoi je m'attendais. Il a ramené sa ligne très lentement. Elle m'a dit qu'elle avait passé de nombreuses années à ne pas se poser les bonnes questions. Elle a dit qu'elle était désolée de m'avoir laissé croire quelque chose qui n'était pas exact. Une pause. Je crois qu'elle le pensait sincèrement. C'est bien, ai-je répondu. Tu n'as rien de plus à dire à ce sujet? Non, ai-je dit. C'est ta mère. C'est à toi de gérer cette relation. Moi, je n'en fais plus partie. Il m'a regardé. Tu n'es pas amère. Je l'ai été pendant un moment, ai-je avoué. Au tout début. Et puis, je me suis occupé. J'ai regardé l'eau. L'amertume coûte très cher. Et j'ai passé 30 ans de ma vie à apprendre à être précis avec les ressources.
Colin a failli rire. C'était la chose la plus proche d'un vrai rire que j'avais entendu de sa part depuis le début du week-end, et cela valait bien plus que tout le trajet que nous avions fait pour venir jusqu'ici. L'entreprise de Clifford a déposé le bilan pour restructuration le mois dernier, a-t-il dit après un moment, j'en ai entendu parler. Et le cabinet de bien-être de Vivien, elle le gère toujours. Une clientèle plus restreinte maintenant, mais ça tourne. C'est une bonne chose, ai-je dit. Et je le pensais vraiment, de manière honnête, sans aucune réserve. Hélène t'a appelé, n'est-ce pas? A demandé Colin. 2 fois, ai-je répondu. Une fois pour s'excuser d'avoir contacté la ligne d'information. Et une autre fois, pour me remercier pour les paiements médicaux. Qu'est-ce que tu lui as répondu? La première fois, je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser. La deuxième fois, je lui ai dit de bien prendre soin d'elle, et que les paiements continueraient, jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus besoin. Colin est resté muet. Alors, tu as maintenu les paiements. Elle en avait besoin, ai-je dit. Cela ne change pas, juste parce que le mariage est terminé. Il m'a regardé pendant un long moment. Tu es un homme étrange, papa. Probablement ai-je concédé. Nous avons pêché jusqu'à midi. Ensuite, Harold est sorti avec des sandwichs, et nous nous sommes tous les 3 assis sur le ponton, pour manger sans faire beaucoup de conversation, en regardant simplement l'eau bouger. Sur le chemin du retour, Colin a dit « Je veux revenir plus souvent ». Pas pour une raison particulière, juste venir plus souvent. La lumière du Porsche sera allumée, ai-je répondu. Il a regardé par la fenêtre, en direction de la route. Il a hoché la tête une fois. Cela suffisait, pour nous deux. Il y a certaines choses, qui n'ont pas besoin de plus de mots que ça.